Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence midi intitulée Lutter contre le racisme systémique dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je me présente, je suis Liliane Rachedi, professeure à l'école de travail social de l'UQAM, et je vais avoir le plaisir d'animer ce panel aujourd'hui. Cet événement est organisé par la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux. Il a été organisé en partenariat avec le comité d'échange interculturel et international de l'école de travail social de l'UQAM, le volet comité lutte au racisme, et enfin événement qui a été également organisé en partenariat avec le comité antiracisme de l'association étudiante de deuxième cycle en travail social de l'UQAM. Alors avant de présenter nos conférenciers et nos conférencières, je vais céder la parole à Joël Dussault qui va nous dire quelques mots sur la pertinence d'aborder cette thématique-là aujourd'hui. Oui, bonjour. Merci Liliane. Évidemment, je me présente, Joëlle Dussault, doctorante en sociologie à l'UQAM, également membre de la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux avec ma collègue Véronique Pronovo. Nous avons donc co-organisé cet événement. Et finalement, l'objectif, c'est de créer un espace de discussion supplémentaire qui va mettre en relation différentes expertises, mais également une pluralité de réalités pour témoigner des manifestations qui sont plurielles du racisme systémique dans le milieu de la santé et des services sociaux, puisque c'est ce qu'on cible pour aujourd'hui. L'objectif est également de parler des moyens d'y faire face, les moyens de le rendre visible, de le contester, d'en faire diminuer les effets, évidemment, pour, on l'espère, mieux le déconstruire. Et donc, l'intention de l'événement, c'est d'aborder ensemble différentes facettes du racisme systémique, de ces manifestations dans le quotidien, et comme je le disais, des moyens mis en place par différents acteurs, actrices, pour, en quelque sorte, déplacer les rapports de pouvoir face au racisme systémique. Et donc, en ce sens, on accueille des expertes, des experts qui sont à la fois du milieu de la pratique et du milieu académique. Donc, pour la suite, je remercie tout le monde de participer à cet événement, à la fois en prenant la parole, en y assistant. Et je laisse la parole à Liliane qui nous fait l'honneur d'animer cette séance. Merci Joël. Alors, quelques petites informations techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. La façon dont va se dérouler le panel, en fait, les conférenciers et conférencières vont être un peu mis en brochette les uns à la suite des autres. Donc, les présentations vont se suivre. Chaque présentation va durer une douzaine de minutes. Et pendant les présentations, vous aurez la possibilité, les participants et les participantes, d'écrire vos questions dans l'onglet Conversation de la page Facebook de l'événement ou encore sur le compte YouTube de la chaire de recherche en sociologie des conflits sociaux. Vous pouvez vraiment les faire et les écrire spontanément. Elles seront adressées à la fin à nos panélistes et on aura un bon 30 minutes pour discuter suite à ces présentations-là. Alors, dans l'ordonnancement des conférenciers et conférencières, on devait commencer par Marie-Livia Boger qui nous a contactés en nous disant qu'elle avait un petit incident avec son auto, mais elle s'en vient, elle arrive. Donc, on va commencer l'activité avec Sébastien Brodeur-Girard. Sébastien Brodeur-Girard est professeur à l'école d'études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il est membre du barreau du Québec et professeur, je viens de le dire. Il enseigne notamment le droit des peuples autochtones. Il possède également un doctorat en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et il a œuvré pendant plusieurs années dans ce domaine. Il a récemment participé en tant que co-directeur de la recherche aux travaux de la commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, donc la fameuse commission VIA. Sans plus tarder, Monsieur Brodeur-Girard, la parole est à vous. Oui, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vous parle donc depuis l'Abitibi, Anishinaabe-Aki. Donc, évidemment, je reconnais l'importance
de ce territoire non cédé Anishinaabe où je me trouve et d'où je m'adresse à vous. Et donc, on m'a demandé de parler de lutte contre le racisme systémique dans le réseau de santé et des services sociaux. Alors, premier élément que je voudrais souligner, c'est premièrement, je parle de questions autochtones, mais je ne suis pas moi-même autochtone, donc c'est important à souligner. Et je sais que les organisatrices ont approché plusieurs personnes autochtones qui, pour différentes raisons, ça n'a pas fonctionné. Donc, me voilà pour parler de ces questions-là, mais évidemment, je ne suis pas là pour parler au nom des personnes autochtones. Cela va de soi. Mais je peux parler un peu de l'expérience que j'ai non seulement comme professeur à l'École d'études autochtones, donc c'est des sujets de recherche sur lesquels on se penche évidemment de près en collaboration avec les communautés parce que les enjeux de santé des services sociaux sont évidemment très d'actualité à plusieurs niveaux. Et aussi, comme Liliane l'a précisé, ayant participé comme co-directeur de l'équipe de recherche de la commission Vient, évidemment, pendant 2 ans et demi, j'ai été disons, à l'avant-poste pour entendre les gens parler de leurs expériences dans le système de santé et dans les autres services publics du Québec, mais notamment dans les services de santé et des services sociaux. Donc, les personnes autochtones qui ont fait part de toutes les formes de discrimination qu'ils ont pu subir. Donc, c'est un peu à ce titre-là que je vous parle aujourd'hui. Je mentionnerai aussi l'importance, quand on parle des questions autochtones et des services de santé, bien évidemment, je pense qu'on a tous en tête le décès de Joyce Echaquan l'automne dernier à l'hôpital de Joliette sous les colibets racistes, évidemment, qui a marqué tout le Québec, mais évidemment particulièrement le milieu autochtone. Donc, évidemment, ça vient teinter tout ce qu'on pourra dire sur la question. Et ça a permis, je crois, de mettre en lumière une facette de cette discrimination qu'on ne voyait pas, qui n'était pas tellement perçue au niveau du Québec de manière générale, parce que les Autochtones, démographiquement, ne forment pas, évidemment, la majorité de la population. Et donc, souvent sont aussi beaucoup en région, parfois des régions éloignées, donc un peu moins sous le radar. Et donc, ce triste événement-là a pu mettre en lumière des histoires, justement, qui pourtant au niveau des communautés autochtones qu'on connaissait et qu'on entend régulièrement. Quand on parle de santé de peuples autochtones, ben, on doit placer ça dans le cadre d'une relation historique qui est très difficile, qui est très ancienne, très complexe. Donc, l'histoire du colonialisme au Québec, au Canada, qui explique pourquoi il y a des craintes qui existent aujourd'hui. Donc, ça remonte déjà jusqu'au 19e siècle. On sait que pour faciliter la signature de traités dans l'Ouest canadien, bien, il y a eu des efforts conscients faits pour ne pas distribuer justement des services de santé adéquats à des populations qui étaient dans le besoin à ce moment-là avec les épidémies, les famines. Donc, déjà une manipulation politique des services de santé. Et par la suite, ben, les expériences avec les services de santé ont souvent été négatives, avec justement des expériences qui ont été menées au niveau de la nutrition, par exemple, sur des enfants autochtones dans les années 50 pour justement vérifier comment réagissaient certains groupes si on les privait de certains nutriments alimentaires. À travers tout ça, bien évidemment, le système des pensionnats et puis des enfants qui sont disparus tout simplement. Des fois, dans le système de santé, à l'époque, ça pouvait être le curé qui, en accord avec les médecins, faisait en sorte, bon, on va placer un enfant nouveau-né en disant à ses parents qu'il était décédé ou qu'il était disparu, ou on leur donnait tout simplement pas de nouvelles. Et donc, les parents se ramassaient à ne pas savoir quel était le sort de leur enfant. Donc, c'est tout ce background-là qui explique les craintes qui existent aujourd'hui, donc qui se fondent sur des éléments historiques
Puis quand je dis historique, j'ai parlé du 19e siècle, mais on parle d'événements des années 50, 60, puis jusqu'à aujourd'hui. Vous avez probablement vu dans l'actualité, dans les dernières semaines, mois, années, parler des stérilisations forcées des femmes autochtones dans l'Ouest. Mais bon, au Québec, il n'y a pas d'études, il y a des études on prépare des études qui devraient être des recherches qui vont permettre éventuellement de documenter cette réalité-là, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé au Québec simplement parce que justement, il n'y a pas de recherches qui ont été faites encore à ce stade-là, mais on sait que dans le reste du pays, ce sont des choses qui se sont produites jusque dans ces années-ci. Donc tout ce poids-là d'une relation coloniale entre les peuples autochtones et les services de santé fait en sorte qu'il y a une crainte. Et après ça, au-delà justement de ces expériences extrêmement négatives et problématiques, mais il y a aussi le simple fait de la médicalisation depuis les années 60 de toute l'approche de la santé et des services sociaux qui a mis par défaut à l'écart toutes les traditions autochtones à ce niveau-là. Alors, le fait de faire les accouchements dans les hôpitaux à partir des années 60, mais ça a entraîné évidemment une coupure avec le lien au territoire, alors qu'avant, les enfants naissaient à un endroit, donc il y avait un lien qui se créait à ce moment-là, des histoires qui étaient racontées, puis qui soudainement, quand tout se passe à l'hôpital, tout ça est perdu, évidemment. Et puis après ça, des pratiques qui sont disparues, que ma collègue Suzy Basile à l'École d'études autochtones aussi a bien documenté. Je donne par exemple justement le fait il y avait des traditions selon lesquelles on récupérait le placenta pour pouvoir l'enterrer justement sur le territoire à des endroits significatifs et ça faisait un lieu pour les enfants où retourner, avoir un attachement par la suite. Mais pendant des années, ça a été refusé aux personnes autochtones qui osaient le demander à l'hôpital, ce qui n'arrivait bien souvent pas, par crainte, par gêne. Et puis après ça, quand elles le faisaient, elles se faisaient regarder avec dédain, avec des commentaires critiques, alors que c'était traité comme un déchet biomédical. Les choses ont changé depuis un an. Je pense qu'il y a eu des modifications qui ont été faites pour permettre justement une amélioration à ce niveau-là, mais on voit que comme une conception traditionnelle des choses se heurtait avec une autre vision médicale qui faisait en sorte qu'au-delà de toutes les discriminations, mais il y avait un problème de rencontre des cultures. Et donc, ensuite, si on parle au-delà de ce problème de rencontre, justement, des cultures, il y a la discrimination en tant que telle, qu'elle soit du racisme directement ou aussi liée à d'autres phénomènes. Le simple éloignement de beaucoup de communautés fait en sorte qu'elles n'ont pas accès aux mêmes services que la majorité des autres Québécois, particulièrement dans le Nord. Et donc, ça a un impact évidemment majeur. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le fait que les enfants qui devaient être envoyés dans des hôpitaux dans le Sud, on refusait que les parents les accompagnent à ce moment-là. Ils devaient donc se retrouver seuls dans un avion, ensuite dans un hôpital, dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, c'est tout récemment que des directives ont été amenées pour permettre justement d'éviter ce genre de situation-là. Il y a toute la question des trous de service entre les compétences fédérales et provinciales quand on parle des questions autochtones, puisque les questions autochtones relèvent bien souvent du fédéral, mais la santé du provincial. Alors, comment est-ce qu'on se répartit l'offre des services? Ça pose des problèmes et des fois, justement, il y a des éléments qui tombent dans un trou, qui manquent de financement ou qui sont mal couverts. C'est toujours problématique encore aujourd'hui, particulièrement au niveau des enfants. Ensuite, il faut évoquer évidemment les gestes racistes comme ceux qu'on a pu prendre connaissance dans le cas de Mme Echaquan. Et là, c'est important de préciser que ce n'est pas strictement à Joliette que ça se passe, même s'il y a plusieurs incidents qui ont été notés à cet endroit-là, mais des histoires comme ça, il y en a à Bécomo, il y en a à Val-d'Or, il y en a à Châteauguay, partout où est-ce qu'il y a une population autochtone d'un certain nombre, ça fait partie de la réalité. Et toute cette question-là, de gestes racistes, mais aussi bien souvent de préjugés, de biais cognitifs,
le simple fait d'associer, d'avoir une vision des Autochtones qui amène des diagnostics médicaux des fois trop rapides quand quelqu'un entre à l'urgence et puis en partant, on a l'impression que ça doit être quelqu'un qui a des problèmes d'alcool ou de consommation d'une manière ou d'une autre, alors que c'est peut-être pas ça du tout que la personne est en train de subir. Alors, ça l'amène un traitement différent qui peut causer problème. Et des fois, le simple problème de la langue aussi, dans certains cas, peut causer des enjeux majeurs. Alors, tout ça mis ensemble permet d'expliquer les craintes qui sont là, qui font en sorte qu'il peut y avoir sous-utilisation des services de santé, des services sociaux de la part des populations autochtones parce qu'elles évitent ou elles retardent le plus possible pour y avoir recours, quitte à ce que ça l'aggrave leur propre situation personnelle. Dans certains cas, qui ont pu être documentés par la commission Vien, c'est même justement des personnes qui en sont mortes de ne pas avoir eu les soins, de ne pas avoir osé demander les soins auxquels elles avaient droit au bon moment. Alors, je vois qu'il me reste peu de temps, mais brièvement, je voulais quand même conclure sur des choses, poser des gestes un peu plus positifs que faire à ce moment-là. On parle beaucoup de formation, de sensibilisation et c'est certainement très important. En même temps, il faut se rappeler que tout ça n'est qu'un peu... il faut voir à quel point ça ne change pas les fondements du système. Et quand on parle, c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique, tant qu'on n'aura pas justement abordé les choses en profondeur, essayer de voir comment la manière de procéder à l'intérieur du système de santé pose problème empêche d'avoir ce qu'on appelle la sécurisation culturelle qui ferait que les personnes autochtones se sentiraient à l'aise d'aller demander des services. Eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas amener des solutions. Ça va vraiment être, comme on dit, un plaster sur une blessure qui est profonde, qui est d'autant plus profonde qu'elle remonte à plusieurs siècles si on regarde toute l'histoire du colonialisme. J'aurais voulu aborder la question le principe de Joyce en conclusion, mais je vais garder ça peut-être pour les questions. Je m'arrête là pour l'instant, puis je vous cède donc la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Merci de respecter le temps. On va avoir l'occasion de discuter par la suite. Alors, on va tout de suite continuer avec Esther Carielus. Esther est infirmière clinicienne et travaille auprès de la clientèle en santé mentale et auprès des personnes âgées. Elle vient de débuter sa compagnie de services de soins à domicile. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Association des infirmières et infirmiers du Québec depuis novembre 2020 en tant que vice-présidence et secrétaire. Alors, c'est à vous, Esther. Oui, merci. Je vais juste partager mon écran parce que j'ai fait une présentation. Voyez-vous mon écran? Ouais, voyez-vous mon écran? Non? On le voyait il y a quelques minutes, Esther. C'est beau. OK. Parfait. Donc, ça le dit dans le titre, on va parler du racisme systémique dans le milieu de la santé et des services sociaux. Moi, en fait, ma présentation, je vais vraiment y aller en survol. J'ai pu sélectionner quelques exemples de racisme systémique dans le milieu de la santé. Donc, j'avais fait une courte présentation de moi-même, mais tu m'as déjà bien présenté. Je m'appelle Esther, je suis infirmière clinicienne, je viens de débuter ma compagnie en service de soins à domicile. Je fais également partie du CA de l'Association des infirmières et infirmiers du Québec depuis novembre 2020. Et je suis également la première femme noire au CA, en espérant que ça laisse la chance à d'autres personnes de ma communauté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, rares sont ceux qui vont nier l'existence du racisme et de comportements racistes dans notre société, soit par le fait que des personnes traitent différemment d'autres personnes sur la base de leur couleur de peau, de leur origine ethnique ou de leurs croyances religieuses. On reconnaît
aussi le racisme qui peut être défini comme étant une idéologie selon laquelle il existe une hiérarchisation entre les groupes humains. Ceci entraîne donc de la discrimination. J'ai trouvé ça pertinent de vous partager une étude qui a été faite, une expérience en fait, qui a été effectuée par une enseignante au primaire de 3e année. C'est une expérience qui existe déjà depuis plus de 50 ans. Ça a été fait par un professeur qui s'appelle Henri Tajvel, qui est un survivant des camps nazis qui a voulu comprendre d'où venaient les préjugés et la discrimination auprès des gens. Donc, cette enseignante qui s'appelle Annie Leblanc, elle a reproduit cette expérience auprès de ses étudiants. Elle a séparé son groupe en deux. Donc, il y avait le groupe des petits qui étaient considérés comme étant les plus intelligents, puis il y avait le groupe des plus grands qui étaient considérés comme étant les moins intelligents. Puis, la journée 1, elle a pu expérimenter certains comportements. Donc, elle a remarqué que le groupe des plus intelligents était, on va dire, les plus privilégiés versus les moins intelligents étaient les enfants les moins privilégiés. Puis, elle a pu dénoter certains comportements humains à partir de là. Puis, l'expérience, ils ont réinterviewé les enfants 10 ans plus tard et les enfants, c'était rendus des adultes, mais même eux ont témoigné en disant que cette expérience a été bénéfique pour eux. Donc, je vous invite à aller voir cette expérience-là. Elle est disponible sur YouTube. J'ai mis le lien ici. Puis, Richard Bourris, ça a été un des étudiants de Henri Tajvel, qui est lui qui a initié le mouvement, l'expérience humaine, en fait, que je vous parle présentement. Donc, c'est très intéressant. Puis, cette même expérience a été refaite aux États-Unis, mais avec la couleur des yeux cette fois-ci. Donc, maintenant, je vais vous parler du racisme systémique. J'ai pu trouver une définition, mais il y a plusieurs définitions du racisme systémique. Donc, selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, elle définit le racisme systémique comme étant la somme des faits d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes souvent inconscientes et de politiques et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. Donc, le racisme systémique, malgré son caractère parfois involontaire, cette forme de racisme a pour effet de perpétuer les inégalités vécues par les personnes racisées, notamment en matière d'éducation, de revenus, d'emploi, d'accès au logement et des services publics en général. J'ai pu également trouver une vidéo que j'aimerais vous partager qui explique très clairement c'est quoi le racisme systémique avant de vous expliquer les différents exemples dans notre milieu de la santé. Donc, juste me dire si vous voyez mon écran. Que l'on prononce l'expression. Entendez-vous aussi? Oui. Racisme systémique, une personne blanche quelque part dans le monde se gratte la tête en haussant les épaules. On raconte aussi que le concept ferait régulièrement l'objet d'incompréhension. On confondrait le mot systémique avec systématique. Et on en déduirait que ça veut dire que tous les Blancs sont systématiquement racistes partout, tout le temps. C'est pas parce qu'il y a du racisme systémique au Québec que tous les Québécois sont racistes. Le terme racisme est chargé. Dans l'imaginaire collectif, il est associé à des comportements graves et évidents, comme le dénigrement, la discrimination, l'exclusion et la violence. Quand on pense au racisme, on pense à... Le racisme, ça peut prendre des formes plus subtiles et insidieuses, mais il ne faudrait pas en sous-estimer la gravité. Au contraire. Le racisme systémique, c'est un ensemble d'oppressions vécues particulièrement par les personnes autochtones et racisées dans les domaines comme le travail, la santé, l'éducation, le logement, la justice et les médias, entre autres. La raison pour laquelle on dit que c'est systémique, c'est parce que c'est inscrit dans l'organisation d'une société qui forme un système. Il faut comprendre que le racisme systémique, ça date pas d'hier. Le racisme systémique tire ses racines dans l'histoire coloniale. En colonisant les peuples d'Afrique,
Je pense à arrêter. Ouais, OK. Bref, sinon, vous irez sur le site Briser le code parce que je ne veux pas que ça interrompe notre temps. Mais c'est une vidéo très pertinente qui permet de comprendre vraiment la racine du racisme systémique. Donc, on va poursuivre. Donc, maintenant, je vais vous expliquer quelques exemples, en fait, de racisme systémique qui se sont produits récemment, il y a déjà quelques semaines. Tout d'abord, comme Sébastien avait nommé, il y a Joyce Echaquan. Joyce Echaquan, en fait, lorsqu'on a appris sa mort, il y a déjà quelques mois à peu près déjà, elle était la mère de 7 enfants et c'est une femme autochtone de la communauté Atikamekw. C'est dans un live Facebook qu'on a pu la voir subir de mauvais traitements de la part des professionnels en soins. Dont il y avait des infirmières là-dedans. Donc, évidemment, les politiques en santé, les établissements d'enseignement et les différents paliers gouvernementaux ont leur rôle à jouer dans l'abolition de ce racisme systémique. Cependant, nous avons également un devoir collectif et individuel de nous éduquer et de nous questionner afin de remettre en cause et de confronter ces agissements lorsque nous en sommes témoins. Un des moyens de s'informer est également d'en apprendre un peu plus sur le principe de Joyce. Plus loin dans la présentation, j'ai mis le lien parce que je ne pense pas que je vais avoir le temps de tout vous expliquer les points du principe de Joyce. Puis, mon association reconnaît également la problématique du racisme systémique aux soins de son corps professionnel. Un autre exemple qui s'est produit également, c'est, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est dans les médias, en fait, un incident raciste qui s'est déroulé à l'hôpital Saint-Eustache est à la fois un exemple du racisme systémique du réseau, ainsi que du manque d'action au niveau politique et organisationnel face à la violence vécue par les soignantes. Le réseau, en fait, avait un patient, je crois, quand même problématique, si j'ai bien compris la situation. Puis, c'était une personne blanche, mais je pense qu'elle soit elle était un peu démente. En tout cas, il y a eu plusieurs histoires par rapport à ça. Puis, le réseau a été prêt à considérer une solution raciste comme de demander à une agence de placement de discriminer dès l'embauche. L'agence de placement recherchait 10 offres d'emploi pour personnes blanches seulement. Donc, toutefois, le réseau ne considère pas de réfléchir à des solutions structurelles durables pour contrer la violence du milieu, qui est pourtant celui qui rapporte le plus d'agressions année après année. Malheureusement, depuis des années, des groupes et des associations du groupe de la santé et des services sociaux désirent avoir des mesures concrètes pour enrayer la violence et le racisme dans notre milieu, mais sont toujours remis à plus tard ou repoussés. Donc, les solutions, c'est sûr qu'elles sont là, c'est juste qu'elles ne sont pas nécessairement mises en place. Il y a un autre exemple que je vais vous montrer avant de vous montrer nos prises de position. Il y a Madame Mireille, je ne vais pas dire son nom de famille parce que je ne voudrais pas mal le dire. Donc, elle a été traitée d'une autre façon, en fait. Elle a exprimé ses inquiétudes quant à une médication, étant donné que je pense qu'elle était allergique, mais son cas a été traité différemment que l'autre exemple que je vous ai nommé précédemment. Elle n'a formulé aucune demande d'accommodation, contrairement à l'autre patient qui, lui, a finalement, j'imagine, eu un personnel blanc comme il le demandait. Finalement, Mireille est morte quelques heures plus tard. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques prises de position un peu rapidement. Donc, tout d'abord, concernant notre première prise de position, j'ai pu participer à un panel durant le mois de l'histoire des Noirs auprès de 4 autres infirmières issues des communautés noires et on œuvre toutes dans le système de la santé québécois. C'est sous une thématique de partage qu'on a pu échanger notre expérience subjective et notre réalité qu'on vit au niveau scolaire, professionnel et personnel. Je vous invite à aller le regarder. Le lien de notre présentation est encore sur la page Facebook de l'Association des infirmières et infirmiers du Québec. J'ai mis le lien ici. Je n'aurai pas le temps de tout nommer là, présentement, mais c'était très intéressant. On a même appuyé certains de nos propos sur de la littérature scientifique, comme par exemple une de nos panélistes a nommé l'exemple selon laquelle aux États-Unis, il y a une étude qui s'est déroulée, puis cette étude mentionnait que
les patients noirs étaient sous-traités comparativement aux patients blancs. Puis, on va passer à une autre prise de position maintenant par rapport à Joyce et Chacoan. Donc, c'est sûr que le principe de Joyce est applicable à toutes les organisations en santé et aux autres professionnels, aux établissements de la santé, au milieu en éducation. Donc, je vous invite à aller le regarder. C'est ici que j'ai mis le lien pour aller voir c'est quoi le principe de Joyce. Et finalement, les pistes de solutions sont multiples. J'en ai nommé quelques-unes. Par exemple, il faut adopter le principe de Joyce. Il faut que tous les établissements de soins et de services sociaux reconnaissent l'existence du racisme systémique. Cette reconnaissance doit également s'accompagner d'une mise sur pied immédiate de comités pour combattre le racisme systémique. Ceux-ci devront être dirigés par des personnes racisées et rémunérées pour ce travail. Et il faut combattre toutes les formes de violence dans le milieu dans le réseau et cesser de les normaliser également. Donc, je vais conclure parce que je pense que mon temps est fini, mais merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Esther. Alors, on va continuer dans notre lancée avec Julie Tran. Julie est candidate à la maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa. Son mémoire s'intéresse à la charge mentale et raciale qui pèse sur les femmes d'origine asiatique québécoises qui sont victimes de discrimination raciale. Elle est administratrice aussi du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques. Elle a donc une page Facebook qui compte plus de 6800 membres jusqu'à ce jour. Et l'idée, c'est de militer contre le racisme anti-asiatique et mettre en lumière le racisme systémique qui touche les communautés asiatiques. Alors, Julie, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, exactement, mon nom, c'est Julie Tran. Je voulais faire une présentation de moi-même. Oui, je suis une femme d'origine asiatique, mais plus précisément, je viens de la communauté vietnamienne. Je suis enfant de deuxième génération de parents immigrants qui sont arrivés dans les années 95. Aujourd'hui, je voudrais vraiment faire ma présentation pour mettre en lumière vraiment le racisme anti-asiatique qui touche nos communautés qui la vivent. Et avant cela, je vais vouloir présenter une vidéo et vraiment présenter quelles sont les embûches que les communautés asiatiques vont vivre lorsqu'ils vont vouloir chercher de l'aide au niveau de la santé mentale, mais également par la suite comment, lors de cette recherche-là, il y a quand même des difficultés, des barrières que celles-ci rencontrent et ce serait basé sur un résultat très, très, très préliminaire avec ma recherche actuellement. Donc, je vais actuellement me présenter une vidéo de RAN qu'on a pu collaborer avec le journaliste Nicolas Pham pour pouvoir mettre en lumière qu'est-ce que le racisme anti-asiatique. Parfait. Alors, peut-être qu'on va demander à Esther de cesser le partage pour que Julie puisse faire le sien. Merci, Esther. Un bouc émissaire. La propagande anti-Chine, il y en a eu beaucoup. Et je pense que là, on commence à voir un peu les répercussions dans le quotidien des gens. Là. Je réalise que tout d'un coup, après 40 ans, je suis étrangère encore au pays. C'est ça qui fait mal. Je suis arrivée jeune, j'ai été adoptée par une famille québécoise. Pourquoi... Ces choses-là se vivaient déjà au quotidien. Depuis très jeune, j'ai appris à déceler ça. Ça m'a permis de créer une carapace. Mes parents, ils ont un dépanneur à Hochelaga. Il y a beaucoup de clients qui leur disaient de retourner dans leur pays, parfois qui leur crachaient dessus, des fenêtres cassées, une femme qui a attaqué mon père en lui lançant une canette dessus. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées dans ce dépanneur-là. Mes parents ne parlaient pas français et c'était moi qui devais tout traduire. Moi, je devais filtrer, encaisser ces insultes pour protéger mes parents. J'ai ressenti beaucoup de honte. J'étais même en colère contre mes parents de ne pas se positionner contre ce racisme-là. Mais maintenant, je sais que c'était aussi une manière de se défendre pour eux. Beaucoup d'Asiatiques sont aussi dans le déni eux-mêmes. Ils amoindrissent. Ils disent que c'est pas si grave parce qu'il y a pire pour les afrodescendants, il y a pire pour les autochtones.
Mais le racisme, c'est le racisme. On nous fait souvent dire encore « Ah, mais vous devriez être reconnaissant envers votre terre d'accueil. » Puis à ça, je peux seulement répondre « Je n'ai plus rien à repayer à la société, de plus que les autres citoyens québécois. » Donc, voici une petite mini-capsule. Donc, elle est disponible sur la page de RAD si vous voulez vraiment voir ces témoignages de 5 minutes. Et donc, je vais commencer avec ma présentation pour aujourd'hui. Donc, la série de témoignages que vous venez de voir met en lumière justement la résurgence du racisme anti-asiatique depuis le début de la pandémie, soit des agressions physiques et verbales, et ça de manière directe et indirecte. Bon, bien qu'on le sait qu'il y a une montée foudroyante des crimes haineux et des messages haineux sur les réseaux sociaux à l'égard des personnes d'origine asiatique, ce racisme est omniprésent depuis notre tendre enfance, comme a été démontré dans certains témoignages. Puis ceci, c'est longtemps incrusté dans nos lois canadiennes et politiques sociales telles que la taxe chinoise, l'accord Hayashi-Lemieux, la loi d'immigration sur les travailleuses domestiques, etc. Et donc, on le sait que dans les interventions et les traitements des problèmes de santé mentale chez les personnes d'origine asiatique ont souvent été négligés à cause de la perception erronée que celles-ci n'ont pas de tels besoins. C'est dû à la perception de la croyance de leurs diverses réussites provenant de ce mythe de minorité modèle. Il est perçu que les personnes asiatiques ont moins de problèmes de santé mentale ou de symptômes cliniques comparés aux personnes blanches, ce qui crée tout ce discours erroné que les problèmes de santé mentale, c'est seulement chez les personnes blanches. En fait, le mythe de la minorité modèle renvoie à cette image que les communautés asiatiques ont du succès sur le plan économique, social et culturel comparé aux autres communautés racialisées. Et cela peut vraiment conduire à des mauvais diagnostics ou encore des sous-diagnostics, alors qu'en fait, il y a vraiment une aide nécessaire sur le plan de la santé mentale dans ces communautés-là. Puis souvent, lorsque les personnes iront chercher de l'aide, le diagnostic en santé mentale sera beaucoup plus aggravé. Par exemple, celle-ci peut avoir des idéations suicidaires ou développer, par exemple, des troubles alimentaires également. Ainsi, on peut comprendre que les Asiatiques sont plus susceptibles de sous-utiliser les services de santé mentale où ils ont tendance à retarder à l'aide comparée des autres groupes ethniques. Ceci s'explique par le fait qu'il y a un retard dans la reconnaissance de symptômes et la recherche d'aide. Il y a un manque de soins de santé mentale adaptés culturellement et les barrières, il y a aussi des barrières linguistiques évidemment et la stigmatisation publique au sein des communautés asiatiques. D'abord, au niveau de la stigmatisation, c'est un obstacle important au niveau à la recherche des services de santé mentale pour les communautés racialisées, on le sait déjà, vu que c'est un sujet extrêmement tabou. Puis en particulier, chez les communautés asiatiques, aller chercher de l'aide serait d'admettre l'existence d'un problème de santé mentale et cela peut causer de la honte au sein de la famille, vu que le problème personnel s'expose au public. Il y a aussi ce code de l'honneur que les familles tentent de maintenir, autrement dit, par exemple, de sauver la face et de mettre des mécanismes en place afin de maintenir la réputation de la famille. Puis tout ceci maintient cette image positive que les communautés asiatiques ne vivent pas de problèmes, dont le racisme, par exemple. Il y a aussi le code que la communauté considère ce sujet comme étant tabou, ce qui provoque ce manquement de sensibilisation et de reconnaissance des problèmes de santé mentale dans la communauté asiatique. Et celles-ci proviennent souvent des communautés collectivistes, donc ils vont maintenir un code de la collectivité qui désapprouve le fait d'imposer des problèmes aux autres membres. Et cela empêche vraiment les personnes d'origine asiatique de discuter sur la santé mentale avec les autres afin de ne pas offrir une charge supplémentaire à la communauté. Puis bien qu'on connaît ces codes qui sont omniprésents dans les communautés asiatiques, cela crée des barrières sociales afin d'aller chercher des services d'aide en santé mentale. Il faut comprendre aussi que une part de responsabilité, il y a quand même une part de responsabilité par nos institutions également pour les permettre d'aller chercher tous ces services-là. Et les communautés asiatiques ne cherchent pas volontairement à obtenir de l'aide des services de santé traditionnels. Plutôt, certaines d'entre elles vont aller chercher dans des milieux religieux, par exemple, des milieux qui sont beaucoup plus adaptés culturellement liés avec leurs besoins. Et donc, au niveau, justement, dans l'utilisation des services, cela démontre qu'il y a un manque de modèles d'intervention adaptés à la culture et ceci est également dû à l'absence de données probantes sur cette population. En effet, il y a eu plusieurs recherches qui se sont efforcées de cerner les différentes
différences culturelles dans l'attitude des populations asiatiques à l'égard de la recherche de services de santé mentale, mais il y a eu vraiment très peu d'études qui examinent les facteurs systémiques qui peuvent avoir influencé ces attitudes-là. Autrement dit, la plupart des études attribuent le problème davantage aux croyances culturelles des communautés racialisées plutôt qu'aux facteurs systémiques comme l'accessibilité et la disponibilité de ces services-là. Puis nous savons d'une part que lorsque les personnes iront chercher des services d'aide, elles se heurtent à des obstacles linguistiques et le recours à des interprètes est très, très, très coûteux justement pour ces communautés-là. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose un accès très possible pour pouvoir avoir des services. Puis d'autre part, les professionnels ont la capacité de comprendre et de reconnaître la stigmatisation entourant le problème de santé mentale dans les communautés asiatiques. Cela s'explique notamment par l'intériorisation des stéréotypes perpétués sur eux et ou encore des obstacles culturels et systémiques. D'ailleurs, par exemple, les professionnels auront tendance à homogénéiser les cultures asiatiques et croire que les croyances culturelles sont similaires. Ils ont très peu de connaissances sur les contextes historiques et sociopolitiques auxquels les diverses communautés asiatiques ont vécu. Par exemple, ceci peut provoquer aussi des traumas intergénérationnels. Et le modèle d'intervention en soi n'est pas adapté aux cultures asiatiques car les interventions offertes en soins de santé sont fondées sur des concepts que la maladie est culturellement neutre. Autrement dit, la neutralité de la blancheur, ce qui veut dire que toutes les approches sont applicables pour tout le monde. Toutefois, des études ont démontré que toutes les cultures ont un système de croyances en matière de santé qui détermine comment les membres de la communauté réagiront à la maladie et les méthodes utilisées pour la traiter sont différentes aussi dans différentes cultures. Puis bien que nos systèmes de soins de santé soient financés par l'État, il y a quand même des difficultés financières qui vont justement constituer à des obstacles majeurs pour pouvoir utiliser ces services-là. Malheureusement, on a tendance de croire que c'est accessible à tout le monde, mais en réalité, lorsqu'on va aller regarder justement tous ces obstacles-là, est-ce que c'est vraiment accessible? C'est carrément qui est questionnable. Puis justement, avec la coupure budgétaire qui se passe actuellement dans les organismes communautaires, par exemple, et aussi il y a l'incompréhension culturelle liée aux troubles de santé mentale, ça peut vraiment empêcher les populations asiatiques d'utiliser ces services actuels. Puis, dans ma recherche actuellement, ma méthodologie consistait à faire des entrevues avec 2 focus groups de femmes d'origine asiatique et mes résultats préliminaires à l'aide d'une analyse transversale ont démontré qu'il y a une blanchité dans les services de santé et services sociaux. Plus précisément, les participantes ont rencontré des barrières quant à l'accessibilité des services dus à la langue et ce, malgré que ce soit des personnes adoptées, mixte ou 2e génération. Donc, celles-ci maîtrisent la langue de Molière. Donc, ce n'est pas une question qu'elles ne sont pas capables de communiquer avec le professionnel, c'est plutôt qu'il n'y avait pas de service en français pour pouvoir justement qu'ils soient accessibles pour elles pour aller juste recevoir ces services-là. Actuellement, il y a très peu de services francophones afin qu'elles puissent justement partager tous les impacts qu'elles ont vécus dus au racisme qu'elles vivent quotidiennement. Puis certaines ont dû aller chercher des services en anglais. Par contre, elles se faisaient discriminer car elles étaient des minorités francophones. Par exemple, elles nommaient qu'on riait de leur accent, par exemple. Donc, à cause de cela, elles ne se sentaient pas assez en sécurité pour partager leur vécu. Les participantes ont également soulevé que l'intersection de leurs diverses identités, telles que le sexe, le genre, être une minorité linguistique, les désavantager sur le plan économique, ce qui est une barrière en soi pour obtenir des services, vu qu'on sait que dans le milieu privé, c'est extrêmement coûteux et ce n'est pas accessible pour tout le monde. C'est également pas tout le monde qui a des assurances pour pouvoir se payer ces services-là également. Et plusieurs études ont démontré que les personnes racialisées sont sous-payées comparativement aux personnes blanches. Donc, c'est clairement aussi d'autres obstacles qu'elles ont rencontrés lorsqu'il est temps d'aller chercher des services. De plus, lorsqu'elles étaient capables, elles ont réussi à obtenir des services gratuits dans une institution ou au communautaire. Le professionnel était soit un homme blanc, cisgenre, ou une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle. Puis plusieurs ils m'ont exprimé qu'ils ont vraiment vécu des expériences négatives par soit la psychologue ou la travailleuse sociale, car leur relation thérapeutique reproduisait des positions de pouvoir entre le colon et la colonisée.
Puis conséquemment, les approches préconisaient une responsabilisation de la personne dans sa détresse psychologique. Donc, on lui donnait responsable, on lui donnait des outils à se responsabiliser dans la situation, ou bien même, il reperpétuait une dynamique d'un sauveur blanc. Il lui disait quoi faire justement pour pouvoir soulager sa détresse dans une conception qu'elle ressentait que ce n'était pas nécessairement empathique, mais vraiment, celle-ci voulait lui sauver en donnant les outils adéquats à faire. Et donc, c'est sûr que, d'une part, il faut faire attention, on veut créer des services adaptés pour les communautés racisées, précisément les communautés asiatiques, mais il ne faut pas tomber dans cette ghettoisation dans l'offre des services. C'est-à-dire que cela soit seulement une personne asiatique qui va offrir des services aux communautés asiatiques. Plutôt, les participantes exprimaient qu'elles désiraient qu'il y ait des professionnels racisés et idéalement une personne asiatique si possible, afin d'avoir un service culturellement empathique et éviter de reproduire le dynamique de sauveur blanc. Puis il faut comprendre que le besoin est au-delà de l'apparence physique, mais bien qu'elle se voit dans le ou la professionnelle et dans le service de santé et de services sociaux. Puis pour vraiment conclure ma présentation, les personnes vont vraiment utiliser davantage les stratégies d'adaptation. Par exemple, il a été démontré dans les études qu'ils vont plus aller chercher des groupes de soutien en ligne, des groupes d'entraide ou des lignes de crise. Justement, une des activités au sein du groupe d'aide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec est l'animation de groupes d'entraide en ligne afin que les membres puissent vraiment parler de leur vécu, des discriminations, afin de créer cette résilience collective-là. Puis, malheureusement, c'est quand même des services qui sont bénévoles par divers professionnels asiatiques. Puis toutefois, malgré que ces bénévoles-là, il faut comprendre que le bénévolat ne peut pas être le filet justement de sécurité sociale. Notre gouvernement a une responsabilité en soi de justement offrir des services adéquats pour aider les communautés qui vivent justement des enjeux beaucoup plus particuliers et qui ont quand même des détresses assez importantes liées avec les enjeux du racisme. Et donc, c'est important, par exemple, que ceux-ci subventionnent les organismes communautaires qui travaillent actuellement avec les victimes de crimes haineux ou d'actes de racisme, par exemple, ou bien de mettre des politiques en place pour qu'il y ait cette vraiment adaptation culturelle par et pour les communautés racisées afin de permettre un véritable accès aux services de santé et de services sociaux. Et pour moi, ce serait terminé pour ma présentation d'aujourd'hui. Merci infiniment, Julie. Alors, on va terminer avec la présentation de Marie-Livia Boger qui finalement a pu se joindre à nous. Alors, Marie-Livia est avocate. Elle pratique majoritairement en droit criminel et en droit des affaires. Elle est fondatrice de la clinique juridique de Montréal-Nord. Madame Boger a toujours travaillé pour la justice et l'égalité. Dès le début de sa pratique, elle consacre la plupart de ses heures à la justice alternative. Elle croit que la solution ne se retrouve pas dans l'emprisonnement et dans les condamnations, mais bien dans les causes sous-jacentes ayant mené une personne à commettre un crime. Elle est d'avis que personne ne naît criminel et que le crime n'est pas un problème criminel, mais plutôt un problème social. Elle est aussi membre du collectif Woodstock. Alors, Marie-Livia, la parole est à vous. Merci beaucoup. Désolée pour le retard. Comme je disais à Joël, ma roue a dégonflé, donc ça m'a pris quelques minutes pour la regonfler. Mais c'était vraiment intéressant, en fait, toutes les présentations. Même si je suis arrivée un peu en retard, Sébastien, j'ai entendu quand même une bonne partie de la présentation et je suis d'accord avec vraiment tout ce qui a été dit. Je trouve que tout a été très bien annoncé, présenté. Moi, de mon côté, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus de l'expérience des personnes en lien avec le médical, la santé. Et je pense qu'un peu tout le monde a parlé de cette expérience-là à travers toute leur présentation. Mais qu'est-ce que c'est en fait le système de santé? Je pense que c'est une grosse machine. C'est une grosse machine qui fait aussi peur que peut-être une cour, peut-être le tribunal. Quand quelqu'un va dans un hôpital, c'est rentrer dans un établissement où on ne connaît absolument rien. Donc, moi, si j'avais pas eu des expériences, je veux dire, malheureusement, à l'hôpital, il y a plein de termes que je n'aurais pas compris.
Ma mère, personnellement, a été hospitalisée de juillet 2020 jusqu'à mars. Et maintenant, quand je parle aux médecins, ils me demandent si je suis médecin parce que ça fait tellement longtemps que ma mère est là. Donc là, je connais les termes. Mais sinon, je pense que c'est très important de comprendre c'est quoi le système de santé, puis qu'est-ce qu'on a le droit de demander, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est en relation avec un médecin. Je pense qu'il y a en plus d'avoir, on parle de l'intersectionnalité, le fait que, de un, on n'a aucune connaissance en lien avec le système de santé. De deux, on a peut-être une langue qui fait qu'on ne comprend pas. On a des hôpitaux ici à Montréal qui sont soit plus francophones, soit plus anglophones. Donc, dépendant où est-ce que tu habites ou dépendant où l'ambulance t'amène, ça se peut que tu tombes donc déjà de un hôpital qui ne parle pas nécessairement ta langue maternelle. Et puis là, si en plus de ça, le français et l'anglais ne sont pas tes langues et que la personne est une personne allophone, ça complique encore plus les choses. Donc, je sais que quand ma mère, elle était à l'hôpital, il y avait beaucoup d'incompréhension. Ma mère parle bien français, là, c'est pas ça. Mais il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport au fait qu'elle disait non à certains traitements. Donc, en tant que personne, tout le monde ici a le droit de dire non. On n'est pas obligé de faire un traitement. Mais comment l'hôpital l'avait traduit, c'était que non, ma mère, elle n'a pas envie de traitement, elle n'a pas envie de guérir. Donc, on va pas insister. Puis, je pense que qu'est-ce qui a beaucoup aidé, puis qu'est-ce qui aide beaucoup de familles, c'est l'accompagnement familial, parce que la famille peut traduire ou peut expliquer. Non, mais moi, je connais ma mère, je sais que présentement, elle est anxieuse, donc elle dit non parce qu'elle ne comprend pas pourquoi vous voulez lui donner ce traitement. Donc, il y a cet aspect-là humain qui disparaît un peu. Qu'on voit en fait, qui disparaît un peu, puis on a le profane et l'expert qui essaient de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans tous les métiers en droit. Je vois beaucoup de juges qui commencent à se tanner de personnes qui ne sont pas représentées par des avocats parce qu'ils ne comprennent pas dans quel système ils sont. Et ça, c'est très dangereux, mais vraiment dangereux. Je pense que dans le système de santé, on doit s'assurer de garder ce côté humain pour permettre justement d'avoir une confiance dans le système. Et là, quand on parle de confiance, je pense que c'est très important pour la communauté autochtone, évidemment, pour la communauté noire aussi. Et bien que Julie a parlé aussi du fait que dans la communauté asiatique, il y a cet aspect de l'honneur qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la communauté noire, mais je pense aussi qu'on peut amener cet aspect de confiance, en fait, dans les communautés, dans toute communauté racisée. Et puis, si on regarde l'historique, que ce soit des Autochtones, que ce soit des Noirs, que ce soit même des Asiatiques, ici au Canada, on voit cette oppression continue. Là, maintenant, on demande à ces personnes-là qui arrivent, ma mère, elle a immigré, mais on demande une confiance absolue, totale, sans aucun questionnement. Pourtant, nous avons le droit de questionner, nous avons le droit de nous informer et c'est l'obligation des docteurs de s'assurer que l'on comprend tout le fonctionnement. Donc, c'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a beaucoup, beaucoup de pression, mais c'est quelque chose qui est très, très important. Et j'aimerais en fait faire un lien, surtout par rapport à la communauté noire, de la confiance qu'il y a envers le système de santé. Déjà, c'est aussi tabou dans la communauté noire, tout ce qui touche l'aspect de la santé mentale. Donc, si quelqu'un dit « va consulter un psychologue », c'est pris pour une insulte. C'est comme « non, moi, je sais qu'est-ce que je fais, j'ai pas de problème ». Donc, c'est comme insulter quelqu'un de lui dire d'aller consulter. En plus de ça, il y a une historique. Avec la DPJ, on a vu à la commission Laurent, il y a une surreprésentation des personnes noires, des enfants noirs dans la DPJ. On a vu aussi des chiffres en lien avec les immigrants qui viennent d'arriver avec leurs enfants. Eux aussi, ils ont un chiffre ils sont surreprésentés par rapport aux enfants qui se font placer dans la DPJ à Montréal. Il faut comprendre que la DPJ fait partie pas du ministère de la Justice, mais du ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, on sait que ce ministère-là prend les enfants des immigrants et par la suite,
on demande quand ils arrivent à l'hôpital, fais-nous confiance. Mais c'est le même ministère qui a retiré les enfants des familles, c'est le même ministère qui a, pour beaucoup, détruit des familles. Là. Donc, là, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de regarder, travailler. Et quand on parle de racisme systémique, ben, ça s'englobe dans tout ça. Parce que le racisme systémique ne peut pas juste être vu d'un seul aspect et dire « Oui, mais c'est un docteur qui a fait 10 ans d'études, puis en plus qui a 25 ans d'expérience, il faut le faire confiance. » Il faut regarder tous les différents aspects qui nous entourent pour comprendre l'image globale de pourquoi il y a cette réticence à aller chercher de l'aide. Et c'est quand même assez sérieux. En tant qu'avocate, j'ai des clients qui ont besoin de consulter, pas parce qu'ils sont en crise psychotique, mais ils ont besoin de parler, ils ont besoin de gérer le traumatisme auquel ils ont subi, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas l'argent de se le payer. Ils n'ont pas, en plus c'est tabou, mais quand ils se disent non, il faut vraiment que je le fasse, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et là, ça fait que soit ils essaient de discuter entre eux, de parler de leur expérience traumatisante entre eux, ou soit c'est refoulé. Puis c'est sûr que ça n'aide pas à rendre encore plus le système accessible. Le fait du prix de manière psychologique, l'accessibilité par rapport à l'aspect psychologique. C'est sûr qu'on a des services qui sont gratuits, mais ils sont pactés. Donc, si on appelle dans ces services-là, il n'y a pas de réponse. Là, c'est encore plus déprimant. Il y a quelqu'un qui me disait, un jour, j'étais en train de pleurer, puis là, je me suis dit, OK, là, ça suffit, je vais appeler. Puis elle a appelé, pas eu de réponse. Elle a appelé un autre numéro, pas eu de réponse. Elle s'est dit, bon, je vais dealer avec ça moi-même. Et puis là, c'est ça, les personnes essaient de se créer un peu un support mental avec les personnes qui sont autour d'eux parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder. Et puis, qu'est-ce que je remarque? C'est que les personnes qui ont l'argent et qui vont vraiment aller consulter, mais ils vont essayer de chercher des personnes qui vont déjà comprendre qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce que c'est d'être une femme. Parce qu'il y en a qui ont l'expérience de « OK, je vais consulter » ou c'est couvert par l'école, etc. Donc, ils vont consulter, ils racontent leurs problèmes, mais ils se font questionner par le thérapeute. Ils se font questionner à dire « Oui, mais est-ce que tu es certain que c'est ça qui s'est passé? Non, mais peut-être que c'est exagéré ou peut-être que ton émotion par rapport au fait qu'une personne t'a touché les cheveux est exagérée. » Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est le manque de diversité aussi dans le service de la santé qui fait que les personnes se sentent à l'aise de discuter de ces enjeux avec la personne qui les reçoit. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. Je parle. 3 minutes? OK, parfait. Donc, je pense que ça fait quand même le tour. Le racisme systémique dans le système de santé, je pense que oui, c'est aussi quelque chose que les personnes, les citoyens sont victimes, mais je pense aussi, comme on a parlé des employés, l'annonce qu'on veut 10 employés blanches ou comme ça se vit de tous les côtés. Parce que quand on regarde ça d'une manière globale, c'est dans quel niveau on voit qu'il y a le plus de personnes racisées? Je pense qu'on voit beaucoup de personnes racisées en tant que préposées, on voit beaucoup de personnes racisées en tant qu'infirmières. Plus on monte les échelons, moins on a de personnes racisées. Et quand on regarde les conditions de travail, regardez les conditions de travail des préposés, c'est pas possible. Regardez les conditions de travail des infirmiers, c'est pas possible. Et puis là, après, on voit quelque chose comme Legault qui dit au docteur, venez aider dans les CHSLD pour 4 000 $ par jour. Donc, on se dit, OK, vous n'êtes pas capable d'augmenter le salaire des infirmiers et des préposés, mais vous pouvez payer encore plus les docteurs qui, quand même, sont dans des bonnes conditions financières, pour aller les aider et faire exactement la même job qu'eux, ils font. Donc, il y a cet aspect qui touche dans toutes les circonférences, en fait, du système de santé et qui doivent être pris en considération dans tout ça. Et comme M. Brodeur Gérard l'avait dit, il faut
c'est dans le système. Il faut travailler dans la structure, dans l'institution, et tout le monde, en fait, l'ont dit, pour vraiment changer ce système-là. Merci infiniment, Marie-Livia. Merci à tous et à toutes, des présentations très, très riches et très complémentaires, chacune avec des portes d'entrée différentes, mais aussi en mode solution très, très concrète. On a Sébastien Broder-Girard qui choisit la porte d'entrée de l'histoire et de la colonisation pour terminer par l'importance et la nécessité finalement de revoir les fondements même du système. On a ensuite une Esther Carielus qui choisit comme porte d'entrée la fameuse leçon de discrimination pour nous amener vers un niveau plus empathique par rapport à ce que vivent les personnes qui sont victimes de racisme. Vous avez beaucoup élaboré et clarifié au niveau des concepts, une terminologie importante à clarifier et à définir. Vous avez terminé, vous Esther, sur la nécessité de reconnaître la représentativité, puis on l'a vu repris par Julie Tran et aussi Marie-Livia Boger, la fameuse reconnaissance, et puis la reconnaissance aussi qui sonne en monnaie trébuchante aussi, en représentativité, mais aussi en argent. Julie Tran, vous, votre porte d'entrée, j'ai trouvé intéressante de donner tout de suite la parole aux victimes de racisme avec la petite capsule, toujours dans le registre donc, de l'empathie, de comprendre ce que vivent les principaux intéressés. Vous avez nommé les risques d'homogénéisation, mais aussi en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces fameux services plus accessibles? Et Marie-Livia Boger, vous nous avez carrément invité dans le registre du droit, en parlant du droit à la formation, du droit à poser des questions, mais aussi les mots que je retiens par rapport à cette dernière présentation, c'est l'incontournable confiance et humanisation sur lequel vous avez élaboré davantage. Alors, vous pouvez, les participants et les participantes, adresser vos questions encore une fois. Je les redirigerai, moi, aux conférenciers et conférencières. Pour le moment, j'ai des questions qu'on pourrait regrouper, qui sont assez transversales. Et puis, vous pourrez répondre chacun des panélistes là où vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, peut-être une question à tous les panélistes, là, des aspects autour de la reconnaissance et des dispositifs du fameux concept qu'on a abordé, le concept de la reconnaissance que j'ai nommé aussi dans la petite synthèse. La reconnaissance semble être au cœur de vos démarches. Comment travailler collectivement cette reconnaissance, par exemple en santé mentale ou en violence conjugale, ou simplement durant une consultation avec un professionnel? Alors ça, c'est comme un premier niveau de la reconnaissance, mais au niveau après des démarches, qu'est-ce qui pourrait être entamé par les professionnels des milieux que vous représentez, tant académiquement qu'au niveau de la pratique. Donc, je le rappelle, donc, des questions autour de la reconnaissance et des dispositifs de cette reconnaissance. Comment faire finalement? Qui veut se lancer? Qui brise la glace? Je ne suis pas sûre si j'ai bien cadré la question, mais selon moi, tout ce qui touche reconnaissance doit suivre. Qu'est-ce qui doit suivre reconnaissance? C'est action. Puis la personne a bien demandé quelles sont les démarches. Eh bien, à Montréal, quand on voit, par exemple, que la ville va mettre 14 millions pour un parc, mais va mettre 1,4 million pour la violence, on voit que, bon, elle est où? L'importance, c'est quoi l'importance? Donc oui, c'est une chose que, par exemple, on veut que M. Legault reconnaisse le racisme systémique, mais si ce ne sont que des paroles, cette reconnaissance ne sert à rien. Il faut vraiment mettre sur la table les personnes qui sont touchées par ce racisme systémique pour mettre sur pied des solutions. Là, présentement, il y a eu beaucoup de consultations, énormément de commissions qui ont été faites avec les personnes qui sont touchées par le racisme systémique. Mais lorsque vient le moment de vraiment mettre sur pied ces solutions-là, elles disparaissent. Donc, ce ne sont plus elles qui vont les mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est très important
Parce qu'on ne peut pas demander à un homme de tester des médicaments pour les douleurs menstruelles. Ça ne va pas fonctionner parce qu'il ne connaît pas cette douleur-là. Donc, c'est un peu la même chose pour le racisme systémique. Il faut des personnes qui le vivent pour être en mesure de s'assurer que les solutions qui sont mises en place vont être adéquates. Et lorsque je parle de personnes qui le vivent, il ne faut pas juste des Noirs sur la table, il ne faut pas juste des Autochtones sur la table, il ne faut pas juste des hétéros sur la table. Il faut vraiment prendre en considération l'intersectionnalité de la diversité québécoise et la mettre ensemble pour ne rien oublier. Parce qu'on utilise beaucoup d'argent à faire des commissions, on a créé le BEI, qui est le Bureau d'enquête indépendante, suite justement à des revendications. Là, il y a le commissaire au racisme systémique au Québec, on a le ministre sur le racisme, mais là, présentement, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le BEI, on voit qu'il y a des problèmes par rapport à son implémentation. Tout ça, je dis que peut-être a été créé sur des bonnes volontés, mais parce qu'on a oublié des personnes sur la table, mais ça va créer peut-être des actions à reculons où ça va oublier, il va y avoir des zones, comment on dit ça, des points morts dans les actions qui sont prises et malheureusement, c'est du temps qu'on est en train de perdre lorsqu'on oublie justement d'avoir toutes ces personnes-là sur la table. Merci Marie-Livia. Donc la reconnaissance commence avec la consultation, mais finit aussi jusque dans l'action, comme vous l'avez expliqué. Une autre série de questions autour finalement des actions locales. Quelles pratiques souhaiteriez-vous voir dans nos quartiers et dans nos institutions en lien avec la déconstruction du racisme systémique? Julie et Esther, vous avez beaucoup abordé autour de l'accessibilité, hein. Peut-être vous pourriez amener des éléments de réponse autour de cette question-ci. Je vais me lancer alors. Je pense que oui, au niveau de l'accessibilité, on a parlé des barrières qu'on rencontrait, mais c'est également important de tout décoloniser aussi au niveau des savoirs. Je veux pas, nos institutions, on a encore des savoirs par la société dominante. Encore dans les recherches, il y a des discriminations même. Souvent, les personnes qui sont dans nos recherches, les participants, souvent, c'est des personnes blanches, des personnes qui ont un niveau académique dans un certain âge, entre 25 à 30 ans. Donc, on ne peut pas utiliser cette population-là pour donner des services par la suite globales pour toute la population, comme ce que Marie-Livia, elle a dit tantôt, de ne pas homogénéiser tout le groupe et vraiment voir l'intersectionnalité de tout le monde. Et encore, le concept d'intersectionnalité se fait blanchir également. Donc, c'est pour ça que je critique beaucoup dans les accès de nos services que vraiment, il doit y avoir cette décolonisation et vraiment avoir des nouveaux savoirs. Justement, on le sait que chaque communauté, comment ils vont mettre des pratiques en place pour résoudre les problèmes de santé mentale, ils vont tous avoir leur propre culture, leur propre adaptation et c'est de respecter. Et c'est pour ça que je pense que justement les communautés autochtones, le fait qu'ils demandent justement que toutes les ressources qui sont admissibles pour eux, les autres communautés également. Donc, je pense vraiment qu'il faut, le gouvernement, souvent, ils vont vouloir travailler de manière en silo. C'est important de vraiment s'assurer que tous les services sont vraiment transversaux également. Donc, on a parlé dans les principes de Joy, c'est applicable pour toutes les communautés. Donc, c'est important de vraiment s'assurer, oui, que toutes les communautés soient assis autour de la table lors des prises de décision, mais aussi qu'on met beaucoup plus de l'avant les autres types de recherches. Je sais qu'on a parlé, vous avez déjà créé un atelier sur les injustices épistémiques, puis c'est important justement de pouvoir mettre de l'avant ces autres savoirs-là. Merci Julie. Oui, Sébastien, vous voulez compléter? Oui, je trouve ça très intéressant. Puis en fait, je voudrais juste renchérir sur ce que Julie et puis Marie-Livia ont dit précédemment aussi sur cette importance-là d'implication et de pouvoir
des personnes, des communautés qui sont visées au départ et de pouvoir justement diversifier les approches. Il faut prendre conscience de l'imposition de ce modèle de santé hospitalo-centré qui a été fait depuis les années 60 et qu'on en est venu à considérer comme étant le seul existant, tout simplement. Et à partir du moment où on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Et à ce niveau-là, toutes les communautés ont certainement beaucoup de choses à apporter, justement, pour permettre de diversifier non seulement pour avoir des services qui soient plus en phase avec leurs propres besoins, mais aussi d'en faire bénéficier, je pense, le reste de l'ensemble de la population de manière générale. Et je pense, si je parle d'un point de vue autochtone, bien, évidemment, un enjeu sur la conception de la santé telle qu'on la présente bien souvent dans le milieu, dans le système de santé actuel, qui est très justement centré d'un point de vue médical, alors que l'approche autochtone traditionnelle est très holistique, alors où on fait des liens avec la santé de manière avec toutes les conditions de la santé. On est beaucoup plus proche d'une approche de santé publique générale, mais qui doit se faire naturellement. Et je vois, par exemple, ce qui a été développé au Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, la clinique Minoé, qui est une clinique qui veut justement offrir tous les services nécessaires aux personnes pour répondre à leurs besoins, et non pas seulement des éléments de santé plus classiques, si on veut. Alors, pour les Autochtones, ça vient vraiment justement répondre à un besoin, une manière de voir les choses, mais je pense que ça peut permettre aussi de décoloniser le système de manière beaucoup plus large et que l'ensemble des communautés vont pouvoir bénéficier de ces savoirs-là. Alors, c'est vrai du point de vue des Autochtones, mais je pense que c'est vrai de l'ensemble des autres communautés également qui ont à bénéficier d'un savoir, de tout mettre les œufs dans un même panier. Ça n'a jamais été une formule très gagnante. Je pense qu'on a des exemples à travers l'histoire et dans le domaine de la santé en particulier, innombrables. Alors, justement, d'être capable de prendre un tournant pour bénéficier de la richesse des savoirs que l'ensemble des communautés au Québec peut amener, ce serait quelque chose qui serait vraiment très important. Mais ça demande justement des changements au niveau structurel, d'avoir une ouverture qui est autre que de juste on va ajouter une heure de formation par-ci ou une heure de formation par-là. Il faut que ça soit vraiment imbriqué dans les manières de faire. Et ça demande, et c'est peut-être là l'importance de la reconnaissance du racisme systémique. C'est tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a des enjeux systémiques et donc que le système doit changer, ben, on va avancer. Ça ne sera jamais tant mieux s'il y a des formations, s'il y a de la sensibilisation, des campagnes de publicité, on ne s'en plaindra pas, mais on n'aura pas de changements qui vont durer sur le long terme et qui vont permettre de faire de véritables avancées. Merci à tous les deux, vraiment des pistes intéressantes, décoloniser le savoir, décoloniser la recherche, combiner toutes les approches et reconnaître ce fameux racisme systémique. Une autre question qui va vous donner la chance, Esther, d'élaborer davantage au sujet du principe de Joyce. J'aimerais en entendre davantage sur le principe de Joyce et les initiatives similaires pouvant être posées. Oui, bien en fait, je ne connais pas le principe de Joyce par cœur, mais je sais que ce principe-là peut être adapté à différents milieux. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir exactement. Voulez-vous que je lise quelques points? Je sais qu'il y a des points que c'est plus facile à adapter. Ouais. Je peux peut-être rebondir un peu à ce moment-là, sur ce qui est intéressant. Puis j'étais content qu'Esther l'aborde justement parce que j'avais un peu manqué de temps à la fin. Alors je dis, mais c'est fantastique, elle a pu faire le pont, la transition. Puis effectivement, le principe de Joyce qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable. Puis bon, là, je vous le lis, sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors évidemment, dans le cadre du principe de Joyce, on vise particulièrement les communautés autochtones, mais c'est certain que ça ne se limite pas à eux et que ce droit-là, en fait, c'est une réaffirmation de droits qui devraient exister, qui sont dans d'autres lois, qui sont fondamentaux, qui sont des droits humains, en fait, fondamentaux.
Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de les réaffirmer? C'est parce qu'on sent qu'ils sont bafoués, en fait, et que malgré le fait que ça devrait être considéré comme des évidences, bien, visiblement, les nombreux événements qu'on a pu entendre ou les exemples de discrimination que vous avez pu nous partager montrent qu'en fait, on n'y est pas. D'où la nécessité de le réaffirmer et d'en faire un principe fondateur. C'est dommage, c'est triste d'être obligé de revenir sur ces questions-là, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et donc, on part des questions autochtones du cas de Joyce Séchaquan, mais après ça, je pense qu'il y a moyen d'élargir. Il y a certainement tout intérêt à élargir ça et à voir comment, en fait, ce sont des droits fondamentaux et donc, à ce moment-là, qui concernent tous les êtres humains. Voilà. Je pense qu'on a assez d'éléments de réponse, à moins que Esther, vous teniez à compléter. Non, ben en fait, la seule affaire que je voulais dire, c'est que, ben en fait, je l'avais déjà dit dans ma présentation, je ne vais pas répéter, là. C'est juste que le fait de reconnaître certains éléments discriminatoires, ça peut permettre d'appliquer ce principe-là dans notre milieu de vie aussi, pas juste dans le milieu de la santé. Donc, c'est ça, mais je l'ai déjà nommé. Oui, précision très importante. Merci, Esther. Alors, encore 2 questions. Plusieurs d'entre vous êtes actifs et actives dans des regroupements autonomes et indépendants pour aborder le racisme systémique. Qu'est-ce qui explique votre choix et quels en sont les apports, le type d'action que vous avez fait? Qui veut commencer à répondre? OK, j'imagine. Eh bien, comme Liliane avait dit au début, dès que j'ai été assermentée comme avocate, j'ai concentré la majorité de mes heures à la création d'un programme de justice alternative et réparatrice par et pour les personnes noires. Et quand Sébastien parlait de la méthode holistique qu'utilisent les Autochtones, ben, on s'en est inspiré. Évidemment, c'est un concept qu'on retrouve dans le programme de mesures de rechange pour adultes autochtones ici. Et on le voit aussi dans les peuples africains. Donc, on s'est comme inspiré de ça. Et toute l'année 2019-2020, on a élaboré un programme de justice alternative. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est par exemple une personne qui commet une infraction, un crime, au lieu de passer par le système de justice qu'on connaît, qu'on voit à la télé devant un juge, eh bien, il passe par un programme où il est en mesure, en fait, de trouver c'est quoi les causes qui l'ont mené à commettre un crime ou une infraction. Des fois, ces causes-là peuvent vraiment varier. Et c'est là que c'est important de parler d'une approche holistique. Holistique qui veut dire que c'est vraiment centré sur la personne, mais que ça aborde plusieurs aspects. Donc, ça peut être un problème de consommation, ça peut être un problème d'itinérance, ça peut être un problème de santé mentale, ça peut tout simplement être un problème, mais ce n'est pas simple, là, mais ça peut être un problème familial, monétaire, etc. Donc, lorsque la personne passe par ce programme qu'on a élaboré et qui va être mis sur pied plus tard cette année, il va non seulement faire, parce que c'est pour une personne noire, il va non seulement faire des activités, des ateliers afrocentriques où est-ce qu'il sera en mesure de se resituer dans la société en tant que personne noire. Donc, on s'entend que la seule et unique chose qui rassemble toutes les personnes noires, c'est la couleur de peau et le fait que peu importe où on se trouve dans le monde, on va être discriminé à cause de cette couleur de peau. Alors, c'est important de savoir un peu en général l'histoire qu'on a été quand même coupé. Moi, en tant que Québécoise, je suis née, je connais très bien l'histoire québécoise, mais pour tout ce qui est l'origine de tout ce qui est nous avant l'esclavage, les différents peuples et empires africains,
j'ai dû vraiment l'apprendre de par moi-même, aller dans des bibliothèques cachées dans le Vieux-Port pour vraiment avoir ces informations-là. Donc, en fait, ces retraites-là sont de un, pour reconnecter avec la culture, mais aussi pour reconnecter avec le soi. Et qu'est-ce que moi, en tant que personne noire, je peux faire malgré que je suis dans un système où est-ce qu'on a le racisme systémique? En tout cas, jusqu'à ce que ça disparaisse, on l'espère, très bientôt. Puis, par la suite, après cette approche plus générale qui se fait dans une retraite, et ça, j'avais discuté justement avec Pierre Clary, qui est en charge du programme de mesures de rechange autochtone dans les nations Atikamekw. Ils font des retraites, ils font aussi des retraites, et puis on trouvait ça vraiment intéressant de faire des retraites parce que ça retire de la ville, le bruit, ça permet de recentrer. Mais du coup, que cette retraite est faite, les personnes vont choisir avec un cercle qu'on appelle houdistique, parce que c'est avec Hoodstock et holistique. J'aime le jeu de mots, donc sur ça, je voulais l'expliquer. Mais le cercle houdistique peut être soit des personnes de la communauté ou des personnes de la famille. Et puis, c'est vraiment la personne qui passe dans le programme qui va décider à la fin qu'est-ce qui est le mieux pour lui, mais avec l'aide des gens qui l'entourent, avec l'aide de son cercle communautaire ou son cercle familial ou amitié. Et à travers ça, on espère évidemment que ça permet à la personne de trouver qu'est-ce qui l'a poussé à commettre une infraction et ça va permettre à la personne de savoir où elle se positionne dans une société qui ne l'avantage pas. Donc ça, c'est une des initiatives que j'ai faites justement pour essayer de combattre ce racisme systémique, car on sait que les Noirs sont surreprésentés dans les systèmes de justice criminelle, bien que les Noirs n'ont pas plus tendance à commettre de crimes que n'importe quelle autre communauté. Merci Marie-Livia pour ces exemples et ces initiatives très concrètes. Je trouve pertinent la piste de l'histoire, l'importance de relire l'histoire, ces oubliés de l'histoire, l'esclavage, les autochtones, le colonialisme, etc. etc. Est-ce que je vous regarde Sébastien Brodeur-Girard parce que vous avez ouvert avec ça, comment qu'on peut faire collectivement pour la relire cette histoire et que ce ne soit pas des initiatives très personnelle, comme vous avez dit, Marie-Livia, c'est moi qui est allée à la bibliothèque. Comment est-ce qu'on peut la rendre accessible, cette histoire, avec aussi les oubliés, avec les opprimés, pas seulement l'histoire des dominants? C'est un grand enjeu, évidemment, parce que l'histoire, c'est forcément c'est lié à nos identités respectives, et donc ça vient chercher beaucoup de sentiments, et échanger un récit historique, c'est pas facile. Et il y a souvent une tendance à vouloir dire, dès qu'on apporte justement des nuances ou des ajouts, et à voir ça comme une espèce d'opposition, de dire qu'on rejette tout le reste. Et il ne s'agit pas, évidemment, de rejeter toute l'histoire québécoise telle qu'elle existe maintenant, mais plutôt, justement, de l'enrichir, de la nuancer, d'amener plusieurs points de vue. Moi, je prends toujours comme exemple, quand on parle de l'histoire, de la question du développement hydroélectrique à la baie James, qui est vu comme une grande fierté, la nationalisation de l'électricité au Québec, la construction des grands barrages, un moment d'ingénierie incroyable, puis qui a permis de nous doter, après ça, de moyens énergétiques beaucoup plus environnementaux, beaucoup plus intéressants que si ça avait été des centrales nucléaires ou une dépendance au pétrole. Alors, c'est quand même une fierté, puis je pense qu'à titre de Québécois, on peut l'être très fier de ce qui a été réalisé là, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ça s'est fait aussi en inondant les territoires des peuples cris qui habitaient là, des familles qui ont perdu les endroits où ils se ramassaient là chaque année, des montagnes qui sont devenues des îles, des lieux qui ont été perdus au fil du temps. Et donc, quand il y a ce discours justement d'affirmation nationale qu'il y avait du côté des Québécois, Canadiens-Français à ce moment-là, il y avait quand on disait maître chez nous, mais de l'autre côté, c'était la dépossession du point de vue des cris de ce qui était chez eux. Mais est-ce qu'un récit est plus vrai que l'autre? Absolument pas. En fait, les deux doivent être mis de l'avant et étudiés, mais en tenant compte justement des différents points de vue. Et ça, c'est un exemple, mais je pense que ça devrait être fait à différents niveaux, donc de ne pas rejeter des histoires,
mais plutôt de les enrichir, de les compléter. Et ça doit se faire évidemment dès le départ. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement en éducation pour tenter de faire ça, mais c'est très complexe et ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant plus qu'il y a des éléments politiques qui se mêlent de tout ça. D'où l'importance, je pense, de le faire au niveau de l'ensemble de la société, de s'intéresser à ces questions-là, de se documenter, d'avoir plus d'occasions, que ce soit des expositions, des événements, des conférences qui permettent de nous enrichir collectivement cette histoire-là pour en faire quelque chose de commun, mais qui ne veut pas dire de tout noyer ensemble, mais plutôt justement de respecter ces différents fils qui tissent une sorte de grande tapisserie au bout du compte. Merci. J'ai l'impression qu'on pourrait discuter encore très longtemps sur ces sujets-là. Il nous reste que 30 secondes. Alors, j'aurais le goût de donner la parole à la relève, à la nouvelle génération pour le mot de la fin, à Julie et à Esther, puisque vous participez à l'écriture de cette nouvelle histoire par vos travaux ou par vos engagements. Alors, un petit mot en quelques secondes pour terminer cette causerie. Oui, j'ai débuté, Julie. OK. Merci de nous avoir invités aussi, là. Puis, j'espère que ça va laisser la chance à d'autres gens de ma communauté aussi de parler davantage, parce que quand je faisais mes recherches, je n'ai pas pu en voir beaucoup qui s'exprimaient sur le sujet du racisme systémique. Là, ça commence tranquillement, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, merci de nous avoir invités, puis continuez à vous informer aussi davantage, puis à vous questionner aussi également. Pour ma part, je suis vraiment une petite jeune débutante dans le milieu militantiste. Je viens d'arriver il y a quelques années, ça fait même pas 2 ans. Le groupe d'entraide a seulement fêté ses premières années il y a quelques jours. Donc, c'est sûr pour nous autres, les communautés asiatiques, je vais parler au nom de mes communautés. Je pense que pour nous, on est arrivé à briser le plafond de bambou qu'on vivait, parce que qu'est-ce qui arrivait souvent, c'est quand on parlait du racisme, souvent les Asiatiques, on n'était pas autour de la table, et donc souvent c'est comme si on croyait qu'on n'en vivait pas. Puis juste le fait, par exemple, que je sois invitée aujourd'hui, pour moi c'est un premier pas pour juste mettre l'emphase que nous aussi on en vit, et pouvoir aussi recréer les ponts avec les autres communautés, les communautés autochtones, les communautés noires, parce qu'il ne faut pas oublier au niveau de l'histoire, dont l'importance de reconnaître ces enjeux-là. Les communautés asiatiques ont également participé à l'oppression des autres communautés, et donc je pense que c'est important de reconnaître tout cet aspect-là pour pouvoir vraiment travailler tous ensemble pour combattre le racisme systémique. Et donc, moi, j'inviterais beaucoup les gens de ma communauté, d'une part, d'aller reconnaître sur le plan historique, mais aussi re-questionner leur positionnement aujourd'hui, qui fait en sorte qu'ils peuvent participer dans certaines inégalités sociales, et comment tout déconstruire cela pour pouvoir vraiment amener à un réel changement. Un grand merci, Julie. Alors, il me reste à remercier encore chaleureusement nos conférenciers et conférencières. Merci Esther Carielus, merci Julie Tran, merci Marie-Livia Boger, merci Sébastien Brodeur-Girard de nous avoir éclairé beaucoup aujourd'hui en peu de temps. Un dernier remerciement encore à la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux qui a organisé cet événement en partenariat avec le comité de lutte au racisme de l'École de travail social et le comité antiracisme de l'association étudiante de 2e cycle en travail social de l'UQAM. Et un merci très chaleureux à Joëlle Dussault et Véronique Pronovo, nos organisatrices en chef pour cette midi conférence. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et au plaisir de discuter à nouveau.